Salut les terriens, bienvenue sur Tout sur les aliens. Ici Kerry Bourrasque, votre autiste de service, et aujourd'hui nous allons parler de TSA. Non, pas celui-là, le trouble du spectre de l'autisme, abrévié TSA, et appelé plus communément tout simplement autiste par la plupart des gens. Pourquoi je parle de l'autisme? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, comme je vous l'ai dit, j'ai un diagnostic d'autiste. Alors là, bien entendu, je pourrais vous parler de niveau 1, niveau 2, Asperger, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez avoir des informations un peu plus professionnelles, cliniques, spécifiques, eh bien je vais vous mettre en lien plusieurs autres vidéos YouTube de professionnels, majoritairement des psychologues, qui parlent de ce sujet. Par exemple, il y a la vidéo numéro 6 de Psychoquoi qui est très intéressante, le foot de Normandie, l'université de Clermont-Auvergne. Si vous voulez aussi avoir des précisions un peu plus spécifiques quant au diagnostic et aux symptômes de manière vraiment plus médicale, vous pouvez aller voir le DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et je pense qu'on est rendu à la version numéro 5. Je ne parlerai donc pas de tout ça, vous pouvez aller vous informer si vous voulez. Moi, je vais vraiment parler de manière beaucoup plus terre à terre, dans le fond, d'un point de vue d'un autiste, vous dire qu'est-ce que l'autisme c'est, et non pas parler d'un point de vue neurotypique, donc d'un point de vue externe, avec à quoi ça ressemble. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est en vrai, qu'est-ce que ça mange en hiver et à quoi ça ressemble quand tu regardes à l'intérieur. Je ne vais pas aller dans la spécificité et dans les détails. J'irai dans les détails, en fond, à quoi ressemblent les symptômes et qu'est-ce qui se passe dans la tête des autistes en arrière de ces symptômes, ce qui est souvent très décalé dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, on va simplement regarder une image globale. L'autiste, c'est quoi? Eh bien, en fait, on va commencer par parler de ce que ce n'est pas. Parce que l'autiste, voyez-vous, c'est un peu la zone 51 de la psychologie. Tout le monde sait ce que c'est, ou du moins tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait ce que c'est. On y met un peu tout et n'importe quoi du moment qu'on le comprend pas. Et historiquement, c'est un peu ça l'autiste. Bien entendu, les psychologues ont des outils très précis pour diagnostiquer l'autiste. Je parle de monsieur, madame, tout le monde. Déjà, l'autiste, premièrement, ce n'est pas une maladie. On n'en guérit pas. Ce n'est pas quelque chose dont on peut guérir et ce n'est pas quelque chose non plus dont on veut guérir. C'est une particularité de cerveau, ça c'est quelque chose que je vais répéter énormément de fois dans les vidéos. Donc c'est une particularité du cerveau, c'est une façon de fonctionner qui n'est pas un handicap. C'est quelque chose de différent. Ce n'est pas une maladie, on n'en guérit pas. On peut guérir des symptômes de l'autisme, ça c'est possible et c'est le point suivant. Ce ne sont pas les symptômes. Dans les symptômes, on a par exemple les tics, la verbalité, on peut avoir de l'anxiété, on peut avoir un retrait social, etc. Tout ça, ce sont des symptômes. Et ces symptômes, certains sont effectivement un peu maladifs. Par exemple, l'anxiété, c'est un symptôme, une maladie mentale dont on peut être traité et éventuellement à diminuer les symptômes jusqu'à possiblement en guérir. Ce n'est pas le cas de l'autisme et ce n'est pas non plus une volonté que les autistes ont. Si vous voulez que je vous donne mon avis personnel, et c'est un avis que je sais que je partage avec énormément d'autistes que je connais, je trouverais que le monde serait beaucoup plus confortable si tout le monde serait autiste. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression, moi, d'être handicapée, mais j'ai l'impression que la société et les gens normaux sont handicapés. Bien entendu, ça ne veut pas dire que ni l'un ni l'autre n'est handicapé. C'est simplement pour vous dire que différence ne veut pas forcément dire maladie. Donc on a dit que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus les symptômes de l'autisme. Et troisième point, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas une erreur des parents ni une mauvaise éducation. Ça fait un peu drôle de dire ça, j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière, mais au cas où ceux qui m'écoutent auront encore cette idée-là, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui a, si vous allez voir certaines vidéos de foot de Normandie, vous allez voir que dans les statistiques, on a, pour le moment de ce qu'on connaît, 80% de prédisposition génétique. Donc, en clair, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que tu nais avec, c'est dans tes gènes. C'est pas quelque chose qui est acquis, c'est-à-dire des parents ou quoi, de traumatisme ou d'éducation, de négligence ou que sais-je. C'est vraiment quelque chose que tu es. Ce n'est pas quelque chose qui est brisé ou quoi, c'est quelque chose qui est bâti comme ça. Tout simplement, comme je vous parlais dans la vidéo sur la Tipeee, c'est tout simplement la différence entre une poule et un colibri. Un colibri n'est pas handicapé, ce n'est juste pas une poule. Des particularités éducationnelles, des erreurs parentales, des circonstances justement autour de l'enfant peuvent mener à certains symptômes
similaires à l'autisme, comme par exemple de la verbalité, un retrait social, c'est possible. Mais dans ce temps-là, ces symptômes, qui sont effectivement des troubles, des maladies, peuvent être avec un soutien, un suivi traité et disparaître. Et donc là, la personne qui était entre guillemets autiste, soudain ne l'est plus. Et donc elle ne l'était pas dès le départ, parce que comme je vous dis, c'est une façon de fonctionner. Quatrièmement, j'en ai déjà parlé, qu'est-ce que ce n'est pas non plus? Ce n'est pas un handicap. La vidéo sur l'atypie est quand même un peu importante pour comprendre de ce dont je parle en ce moment. La personne qui est autiste n'est pas handicapée en tant que telle. Elle a ses forces et ses faiblesses dans sa personnalité, dans sa manière de fonctionner, mais elle fonctionne différemment avec une perception, une façon de communiquer, de socialiser, de penser qui est différente de la grosse majorité des gens qu'on va appeler neurotypiques, donc c'est-à-dire qui ont un cerveau qui fonctionne de la même manière que la plupart des autres personnes. L'autisme, c'est un trouble neurocomportemental, donc qui est avant tout basé sur le fonctionnement neurologique, donc du cerveau, et qui se traduit par des comportements. Et donc, on ne l'observe que par les comportements, mais avant tout, la base de l'autisme, c'est neurologique, donc c'est dans la tête. Ce qu'en général, on ne voit pas. Ces personnes vont effectivement être handicapées du point de vue de la société parce que leur façon de fonctionner n'est pas la même que celle des autres, et la société étant adaptée à la majorité, relativement parlant bien entendu, va être très inadaptée. Moi, je le vois plutôt comme la société qui est inadaptée plutôt que les gens qui sont inadaptés, mais au fond, ça revient au même. Dans le sens qu'il y a effectivement une partie handicapante dans la société, mais c'est plutôt la société qui est handicapante plutôt que la personne en elle-même qui est handicapée. Pour vous donner quelques précisions, imaginez que vous avez une auto manuelle et une auto automatique. Alors la voiture automatique, ce serait un peu les neurotypiques. Leur façon de fonctionner, leur façon de rouler, on pourrait dire, est automatisée. Il y a plusieurs manœuvres qu'ils n'ont pas besoin de faire. Et la voiture manuelle, ce serait les autistes, dans le sens qu'il y a plusieurs manœuvres à faire pour ne serait-ce qu'elle démarre. Je ne sais pas si vous le savez, mais une voiture manuelle, il faut que tu appuies sur l'embrayage et généralement aussi que tu passes une vitesse pour qu'elle démarre, tout simplement. Si tu essayes d'aborder une voiture manuelle et de la faire fonctionner de la même manière que tu aborderais une voiture automatique, tu n'iras pas loin. Une particularité du cerveau, une façon atypique de fonctionner avec ses propres perceptions, sensibilités et façons de communiquer légèrement différentes des gens normaux, des neurotypiques. Si vous voulez un exemple un peu plus parlant, moi j'ai les cheveux bruns, certains vont avoir les cheveux blonds, certains les cheveux roux, certains les cheveux châtains, etc. Eh bien, l'autisme, c'est tout simplement une couleur de cerveau. Donc, d'où ça vient? On va faire un peu d'histoire. Bon, en fait, je ne vais pas la faire, vous pouvez aller voir dans les vidéos en description. Ça a énormément évolué dans les dernières années. On voit qu'il y a un gros morceau qui serait génétique. On n'est pas encore capable de voir tout ce qui ferait l'autisme. Il y a plusieurs recherches, par exemple, sur quel gène serait un gène d'autisme. Il y a eu pendant un certain temps une mode qui disait que les vaccins rendaient autistes, etc. L'autisme n'est pas un trouble qui est nouveau, c'est un trouble qui est nouvellement connu, quelques décennies tout au plus, qu'on commence à connaître pas mal là-dessus. C'est un trouble qui existe depuis probablement l'humanité. Si on remonte dans le temps, on est capable de discerner certains traits autistiques, bien entendu, en différents, on ne peut pas faire de diagnostic. Mais on peut voir que l'autisme ne date pas d'hier, et même si les diagnostics sont plutôt nouveaux. Il y a une différence aussi entre les garçons et les filles, ça c'est important, je ne vais que le survoler, mais dites-vous que les garçons ont tendance à avoir un peu plus une pensée mathématique et les filles un peu plus une pensée sociale. C'est complètement une généralisation, ça ne comprend pas l'exception et les peut-être centaines de milliers d'exceptions qui confirment la règle. Ce que je veux dire, c'est simplement que les filles ont tendance à être plus invisibles au niveau autiste, plus difficiles à diagnostiquer et diagnostiquer plutôt sur le tard parce qu'elles vont beaucoup plus s'adapter au niveau social. Elles vont mettre beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'emphase sur cet aspect-là que les garçons. Donc, comme je vous dis, c'est invisible, c'est une particularité du cerveau. On ne peut les diagnostiquer que par les symptômes qui en découlent, les actions, les comportements. Et comme je vous dis, ces symptômes peuvent être très mal interprétés par les neurotypiques, tout simplement parce que
ils ne sont pas dans la tête des gens. Certains comportements qui vont être des comportements d'évitement de la part d'un neurotypique, par exemple, qui est d'éviter le regard, qui va être donc un comportement d'évitement social pour des raisons d'inconfort, de stress ou tout simplement de refus, va être une manière pour un autiste de mieux se concentrer sur ta voix. Et donc, vous voyez, on a le même comportement exactement et pas du tout la même raison pour ce comportement. Et la plupart des comportements autistiques ont des raisons comme ça. Dites-vous à la base qu'un autiste, c'est pas plus asocial et pas plus renfermé que n'importe qui d'autre. Par exemple, vous avez un enfant autiste, il va vouloir discuter, parler, socialiser et s'intégrer dans le groupe, apprendre, certainement, apprendre des choses nouvelles, tout comme n'importe quel enfant. Il ne va pas le manifester de la même manière. C'est là qu'est un peu la grosse difficulté pour des personnes neurotypiques qui côtoient des autistes, c'est que le langage qui est non-verbal, qui est social et dont un peu tout le monde l'a de manière innée, sans forcément l'avoir à l'esprit, on pourrait dire de manière instinctive, les autistes n'ont pas le même. Ça peut causer beaucoup de mécompréhension. Donc, comme je disais, c'est une particularité donc neurocomportementale et donc ça affecte tous les aspects de la vie. Autant au niveau social qu'en communication. Pour les autistes, communiquer avec des mots, ce n'est pas évident. Ça ne va pas de soi. Pour un neurotypique, ils voient les personnes parler autour d'eux, ils apprennent à parler et ils se mettent à communiquer. Ça va ensemble. Un neurotypique va associer communication avec mots et comme je vous dis, ça va de soi. Ils n'ont pas besoin de faire l'effort de faire le lien entre les deux. Un autiste va très bien comprendre les mots, il va très bien pouvoir dire les mots et faire des phrases, mais sans forcément comprendre que ces mots et ces phrases servent à communiquer avec les autres. Et donc, il va falloir qu'il fasse le lien lui-même. Ça vient bien entendu jouer sur la socialisation, la perception sensorielle et émotionnelle, la généralité. Les autistes vont avoir plus de difficultés à se projeter, et quand je dis projeter, ça veut dire autant envers les autres. Par exemple, essayer de se dire si moi je fais ça, l'autre va penser telle chose, c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel, qui demande beaucoup d'apprentissage pour un autiste. Ou encore, se projeter dans soi-même, c'est-à-dire là, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que j'ai une émotion? Quelle est cette émotion? Qu'est-ce que ça veut dire? L'autiste va avoir énormément de difficultés à faire ça. La plupart du temps, quand l'autiste va être capable de discerner ses émotions, ça va être par des actions qu'il va poser. Par exemple, un autiste qui se tape la tête contre les murs, ça va dire autant à la personne autour que à la personne autiste qu'il y a une émotion forte, incontrôlable. L'autiste va devoir faire ce lien de manière manuelle. La compréhension et bien entendu sur l'adaptation. Au début de la vidéo, je n'ai pas abordé les aspects un peu plus cliniques de Asperger ou plus récemment d'autisme de niveau 1, 2, 3. Niveau 1, c'est avec moins de difficultés d'adaptation, par exemple, pas d'averbalité. Et niveau 3, c'est avec plus de difficultés d'adaptation et plus de dépendance. Cette liste est très bien quand tu fais un diagnostic pour, dans le fond, se donner une idée plutôt pour avoir de l'aide, vous voyez, de l'aide gouvernementale et des trucs de même. Mais en termes du fonctionnement autistique, elle est obsolète, tout simplement parce que, comme je vous dis, c'est un fonctionnement du cerveau. Ce qui veut dire que les autistes et tous les autistes ont un fonctionnement de cerveau similaire, semblable. L'autisme, ce n'est pas ses symptômes, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un double diagnostic d'autisme et de douance. Et le fait que j'ai un diagnostic de douance, ça rajoute un aspect très adaptatif, très adaptable à la personne, et ça c'est le cas pour tous les doués. Et l'autisme, ça vient donner un peu une façon d'agir et une façon de penser qui est très particulière et très différente. Et en ayant les deux, ça me donne les outils pour avoir un peu plus d'adaptation. Et donc, je suis diagnostiquée dans ce temps-là comme niveau 1. En tant qu'autiste, j'ai les mêmes difficultés que tous les autres autistes, mais en tant que doué, j'ai certains outils que d'autres autistes n'ont pas. En fond, ça vient s'appliquer à tous les autres autistes. Par exemple, vous avez des autistes qui auront une déficience intellectuelle, ça va effectivement être beaucoup plus difficile de s'adapter, de faire des apprentissages. Vous avez des autistes qui vont avoir de l'anxiété aussi, ça vient jouer. Des environnements qui sont
peu adapté, par exemple très bruyant ou alors très agressant. Toutes ces choses-là vont venir jouer sur la capacité de développement des autistes. Et là, je ne vous dis pas juste des autistes. Bien entendu, si vous êtes dans un milieu familial qui est plus difficile, n'importe quel enfant va avoir plus de difficultés à se développer, autiste ou pas autiste, mais étant donné que l'autiste a déjà énormément de difficultés à s'adapter à une société et à un mode de vie qui est complètement inadapté à lui, eh bien ces difficultés sont exacerbées. Ensuite, bon, pour quelques statistiques, c'est peut-être important de préciser les autistes qui vont avoir un double diagnostic de haut potentiel, c'est la majorité. Du moins, dans les statistiques qu'on a en ce moment, ce n'est pas une exception. Les autistes qui vont avoir plutôt de la déficience intellectuelle ou pas, ça va être les autistes les plus qu'on va le mieux voir, bien entendu, mais ça va être vraiment pas la majorité des autistes, ça va même être un faible pourcentage. Je vous dirais, les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 70% d'autistes qui avaient donc un haut potentiel, QI plus élevé que la moyenne. Je pense avoir fait le tour de ce que c'est un autiste. Bien entendu, je n'ai abordé que les aspects plus généraux. Et je vais aborder dans des vidéos futures des aspects un peu plus précis pour un peu voir un peu toutes les malentendus, les mécompréhensions qu'il peut y avoir autour de justement ces fameux symptômes de l'autisme. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été instructif. Partez en paix. Papa, ta voiture elle fonctionne pas. Mais tu as appuyé sur l'embrayage? C'est quoi là?